Pour sa dernière à domicile, Max Verstappen a terminé dans le mur en ne bouclant même pas un seul tour. Bienvenue dans Lightsack, on débriefe ensemble le Grand Prix de Zandvoort. Dernière édition au calendrier du Grand Prix des Pays-Bas et je suis avec Baptiste pour le débriefer. Comment ça va, Baptiste ? Salut Raph, ça va super et toi ? Ça va très bien, très heureux d'avoir retrouvé la F1 ce week-end avec un Grand Prix qui personnellement me procure toujours pas mal de sensations. J'aime beaucoup regarder le Grand Prix des Pays-Bas. Pas en version sprint, mais j'aime beaucoup regarder le Grand Prix des Pays-Bas. La version vraiment très content d'avoir retrouvé la F1 comme toi, j'imagine. Mais voilà. Bah oui, alors c'était bien de débrancher un petit peu pendant les vacances. Oui, ça fait du bien quand même. Mais évidemment, après 3 semaines de trêve, on était très heureux de retrouver nos voitures et nos pilotes préférés ce week-end à Zandvoort pour la dernière édition qui plus est. Et en plus, il y avait un sprint, donc il y avait vraiment de quoi se régaler ce week-end. Ouais, des choses à se mettre sous la dent. Alors certes, en sprint, ça a été un peu plus compliqué en termes de spectacle, plutôt ennuyeux ce sprint. Et on va parler beaucoup plus du Grand Prix, même du week-end en intégralité. Victoire donc aux Pays-Bas de Lando Norris, Baptiste. 2e victoire consécutive cette saison pour Lando Norris. Et c'est le 2e pilote à réussir cet exploit, on va dire. Cette performance, merci. Après Kimi Antonelli. Et il devance donc justement l'Italien Kimi Antonelli et le Britannique George Russell. Ils viennent compléter le podium, les 2 pilotes Mercedes. C'est une victoire qui ne s'est pas dessinée tout de suite quand même pour le pilote britannique, Baptiste. Ouais, effectivement. Alors déjà, Lando Norris a réussi à éviter le chaos du premier tour avec ce crash impressionnant de Max Verstappen et le 360 de Gabriel Bortoleto. Mais effectivement, une victoire qui s'est dessinée plutôt en dernière partie de Grand Prix parce que après le drapeau rouge provoqué par le crash de Max Verstappen, Lando Norris se fait dépasser au départ par Kimi Antonelli qui va dominer la course pendant une trentaine de tours à peu près, et puis Antonelli qui était très gêné par son train de pneus durs neuf. Il ne trouvait aucun grip et il n'arrêtait pas de s'en plaindre à la radio. On le voyait notamment à la réalisation nous a montré plusieurs fois Kimi Antonelli se plaindre à la radio auprès de son ingénieur de ses pneus. Et Lando Norris, qui lui s'est arrêté 7 tours plus tard que Kimi Antonelli, avec des gommes dures neuves également, a su beaucoup plus en tirer profit, les exploiter de meilleure manière. Il avait un rythme dantesque. C'est ça, il est revenu comme une bombe sur Antonelli. Il y avait 6-7 secondes d'écart entre les deux, et puis il a fondu sur l'Italien pour finalement le dépasser au 54e tour. Donc voilà, il a pris finalement la tête de la course, ou repris la tête de la course qu'à 20 tours de la fin. Mais c'est quand il a mené et que du coup Kimi décide de passer au stand pour chausser des pneus. Alors il passe devant avant la virtual safety car. Avant, j'avais plus en tête. Il passe un tour avant, Norris passe Antonelli pour la 2e place au 54e tour, et c'est au 55e tour que la virtual safety car est déployée suite à l'abandon d'Esteban Ocon. Donc il l'a dépassé à la régulière finalement, mais c'est très bien joué de la part de Norris, comme quoi même sur un circuit où il est difficile de dépasser comme à Zandvoort, eh bien le tire management ou le management des pneus a été très important. Et c'est comme dans beaucoup de circuits, c'est ce qui offre aussi le spectacle, du coup la stratégie et le fait que les pilotes se décalent. Donc en fait on a des dégradations de pneus différentes, donc avec des monoplaces à performantes plus ou moins proches, mais qui forcément ne sont pas dans la même position de départ, ne tentent pas les mêmes stratégies. Et là on voit du spectacle, chose qu'on n'a pas le temps de voir sur un sprint par exemple. C'est ça, notamment à Zandvoort. Et puis il y a quelques années, c'est terrible à dire, mais la course se joue au premier virage, parce que surtout sur un circuit comme Zandvoort, ou par exemple au Hungaroring, où c'est des circuits où c'est très difficile de dépasser parce qu'il y a très peu de longues lignes droites. Et ben si tu maintiens ta position si tu maintenais ta position au premier virage, généralement tu gagnais la course. Et là c'est plus forcément le cas cette année, donc c'était très agréable de voir ça. Et on en a parlé entre nous ce week-end, notamment pendant la course. On disait que c'est quand même agréable de voir un Grand Prix où tu connais pas le vainqueur à 20 ou 30 tours de l'arrivée. Ouais, c'est ça qui était plaisant. Bon, malheureusement Kimi Antonelli n'avait pas le rythme suffisant pour revenir sur Lando Norris en fin de course, donc finalement on a quand même vu la victoire de Lando Norris se dessiner relativement tôt avant l'arrivée, mais comme tu l'as dit, c'était pas non plus écrit dans le marbre. Et surtout que la virtual safety car, alors certes Norris est resté en piste avec ses pneus durs, mais derrière Antonelli, donc qui était son dauphin, ainsi que Hamilton, Leclerc et Piastri ont chaussé des pneus tendres rodés, donc pas complètement neufs mais quasiment. Et donc on avait cette interrogation de savoir est-ce que Antonelli pouvait revenir avec ces tendres rodés sur Norris, qui lui avait des hards usés, d'autant plus que
la pit lane est tellement courte à Zandvoort que le temps perdu sous Virtual Safety Car, c'était 8 secondes à peine. Donc c'était rien finalement. Là, vraiment, c'est. Il revenait, mais c'était assez lent par rapport au nombre de tours qui restait. Donc, voilà, c'est ça. Il a remonté un petit peu. Il a même fini par dépasser George Russell, son coéquipier. Mais ça oui, après, George l'a laissé passer. Aussi. Mais il revenait comme une bombe. Oui. Donc, sans doute qu'il aurait dépassé à la régulière. Il y a d'ailleurs ce message radio de George Russell qui tente d'insister pour rester devant quand même. Je voulais en équipe, hein. Moi je trouve que c'était moins d'une certaine fébrilité de la part de Russell. Ah ouais, parce que je me suis dit, mais mec, encore une fois, même s'il joue pas à la win, il va t'attaquer. Pourquoi il resterait sagement derrière toi? Après, c'est pas la première fois. Il a toujours été très malin à la radio, Russell, pour essayer d'éviter soit des pénalités, soit pour gagner une position ou maintenir sa position justement quand c'est lui qui est devant son coéquipier. Ouais. Mais je sais pas. Pour moi, c'était vraiment témoin d'une certaine fébrilité, comme si c'était la preuve une fois de plus que Kimi Antonelli avait pris l'ascendant dans cette équipe et que Russell était très très fragile lui. Mais pourtant, il fait pas un mauvais Grand Prix, un mauvais week-end, George Russell. D'ailleurs, il repart avec le même nombre de points que Kimi Antonelli, 23 sur l'ensemble du week-end après s'être imposé donc en sprint. George Russell fait un week-end plutôt solide, là où quand même Antonelli a été moins bon, mais parce qu'il avait des dégâts sur son fond plat, donc en qualification et pendant la sprint. Donc en course, c'était réparé. Il a pu quand même montrer qu'il était bien plus rapide que son coéquipier. Mais George Russell ne fait pas un mauvais week-end de course, ne fait pas un mauvais Grand Prix. C'est bon aussi pour la confiance, même s'il termine derrière lui dans le Grand Prix, d'arriver à se maintenir comme ça à flot. Et lui qui était parti en vacances à la 3e place du classement pilote, il devient 2e à égalité de points avec Lewis Hamilton avec 183 points. Ça, donc il ne regagne pas de points sur Kimi Antonelli, mais peut-être qu'il gagne plus que ça avec de la confiance sur ce week-end-là, chose dont il a cruellement besoin quand on voit la première partie de saison. Donc quand même satisfait pour George Russell. Kimi Antonelli, quand même, énorme performance sur le week-end. Et que dire de Lando Norris, qui vraiment dans cette McLaren montre que c'est peut-être lui désormais l'outsider de Kimi Antonelli. Là où les Ferrari, on les attendait, on les voyait plus en première partie de saison. La McLaren a bien évolué et Lando Norris arrive à en exploiter pas mal le potentiel, même s'il n'est toujours pas satisfait du comportement de la voiture. Donc Lando Norris très très solide, comme il l'a montré sur le début de saison quand même, avec des bonnes places et des performances régulières. Pardon. Ouais, je partage pas forcément ton avis sur l'outsider, le nouvel outsider de Kimi Antonelli. J'ai vu un petit peu les journalistes un peu s'enflammer hier après sa victoire en disant est-ce que vous commencez à penser au titre et tout. Et lui t'as très rapidement calmé le jeu en disant le titre c'est pas du tout l'objectif, ou on n'en discute absolument pas pour le moment. Et honnêtement, moi je veux bien qu'il soit sur 2 victoires d'affilée, mais quand tu regardes la Hongrie et les Pays-Bas, c'est 2 circuits avec la même physionomie. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner sur des circuits, par exemple, dès le prochain Grand Prix à Monza, avec des longues lignes droites et très peu de virages finalement. J'attends de voir vraiment sur la durée si Lando Norris peut vraiment remonter, mais il est encore très loin. Après, quand je te parle d'outsider, je parle plus de Grand Prix par Grand Prix, c'est-à-dire potentiellement pour jouer la victoire, pas au championnat du monde. Bien sûr, après on savait que McLaren, ils ont été trahis par leur fiabilité en début de saison, mais on savait que McLaren était pas si loin que ça de Ferrari en termes de vitesse pure. Ils étaient largement devant Red Bull et pas très loin de Ferrari. Là, ils arrivent à mettre les choses bout à bout et on voit de très beaux résultats sur ces 2 dernières courses, mais je préfère pas dire tout de suite qu'il est l'outsider. Voilà, il a encore quand même 24 points de retard sur Russell et Hamilton. Bon. Moi je te dis encore une fois, quand je te dis outsider, c'est vraiment sur une course, vraiment pas sur le classement du championnat du monde. C'est-à-dire que Kimi Antonelli. J'ai rebondi là-dessus parce que quand j'ai vu que certains journalistes parlaient éventuellement de titiller Kimi Antonelli pour le titre, je suis les gars, on va se calmer un peu. Il y a quand même il en a la possibilité. Ceci dit, encore une fois, avec la saison dernière, on a vu mais tu vois, pour moi, Hamilton est plus un outsider, une menace plus grosse pour Antonelli. Là, ça va dépendre de la voiture. Et là, pour l'instant, on n'a pas les réponses, même si on voit une tendance. Encore une fois, on fait toujours ça. Ce sont des tendances qu'on a et qu'on observe et dont on peut tirer des conjectures. Mais la McLaren, actuellement, sur le tracé, notamment de Zandvoort, donc il y a ses spécificités, a été plus rapide. Même si les Ferrari ne sont clairement pas enterrés. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à Lewis Hamilton, qu'on a vu en très très grande forme sur le début de saison.
Il termine d'ailleurs au pied du podium. Il s'est fait un petit peu, on va dire, peut-être chourer cette place sur le podium avec l'intervention de la virtual safety car, puisque à quelques tours de l'arrivée, il avait cette possibilité de dépassement. Il était vraiment très proche dans la ligne droite de départ-arrivée. Il était dans le diffuseur de George Russell. Et il n'a pas eu le temps de tenter son dépassement, puisque la virtual safety car est sortie pendant qu'ils étaient sur la ligne droite, justement. Et puis derrière, il n'a pas réussi, il n'a pas eu le temps peut-être de reconstruire un dépassement sur George Russell, mais il avait cette grosse occasion qui finalement, on est venu lui couper le pied sous l'herbe, couper l'herbe sous le pied, pardon, à Lewis Hamilton. Si on est parfaitement honnête, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi, il a perdu beaucoup de temps derrière Charles Leclerc. Ouais. Hamilton, il repart avec des pneus durs. Il fait un premier arrêt, après le deuxième départ, pour troquer ses pneus soft usés contre des pneus durs neufs. Il a un rythme d'enfer. Il revient comme une bombe sur Charles Leclerc, qui lui galérait avec ses pneus médiums. Et Leclerc n'a pas voulu laisser passer Hamilton, qui était pourtant sur un rythme bien meilleur. Il est resté 2-3 tours derrière. Avant qu'on fasse rentrer Leclerc. D'ailleurs, on a appelé une première fois Leclerc, il a refusé de s'arrêter, il s'est arrêté qu'au tour suivant. Et c'est là où Hamilton a perdu beaucoup de temps. Et au final, il termine à 4 dixièmes de Russell au drapeau à damier. Et c'est sans doute là qu'il a perdu ce podium aussi. Et il s'est énormément énervé à la radio, et a raison, puisque Leclerc n'a pas du tout fait le jeu de l'équipe. Et il n'en a fait qu'à sa tête, alors qu'il était en grande souffrance avec ses pneus médiums. Là où George Russell a finalement fait preuve d'un peu plus de maturité à ce niveau-là. On était dans une configuration un peu différente, fin de course, et puis il n'y avait plus grand-chose à jouer d'autre pour George que la deuxième ou troisième place. Mais différence de réaction. Je ne sais pas si toi tu la comprends chez Charles Leclerc sur ce Grand Prix-là. Mais c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. C'est déjà arrivé. Il y a eu des scénarios dans les précédentes courses, et même l'année dernière, où Hamilton était sur meilleur rythme que lui, et on lui a demandé... On lui a fait comprendre quelques consignes d'équipe pour qu'il laisse passer son coéquipier. Il ne le faisait pas. Leclerc, je le trouve très perso depuis qu'Hamilton est son coéquipier. Mais j'ai toujours l'impression qu'il choisit super mal ses moments. À chaque fois qu'il refuse les consignes d'équipe, j'ai toujours l'impression que derrière, ça a des conséquences où tu te dis putain, Charles, t'as merdé. Il n'y a pas une fois, en tout cas, genre de mémoire. Surtout qu'à chaque fois, les conséquences sont très il a bien fait. À chaque fois, malheureusement pour Ferrari, à chaque fois les conséquences sont assez grosses, et on parle de gros points, que ce soit pour le classement pilote ou constructeur. Et là, en plus en zone mixte, après, il n'a pas du tout reconnu son erreur. Il a dit que c'était l'erreur de l'équipe. J'ai pas trop aimé cette attitude-là de la part du Monégasque. Et oui, il fait perdre des points à Hamilton. Est-ce que c'est... Après, voilà, on connaît l'ego surdimensionné des pilotes de F1. Ils pensent chacun être le meilleur du monde et être le seul à mériter d'être champion du monde. Sans doute que voilà, il veut se persuader qu'il est meilleur qu'Hamilton, mais en ce moment, ça n'est pas le cas. Hamilton est au-dessus de lui, et pendant cette course, c'était clairement le cas. Il était sur un rythme d'enfer. Il fallait s'écarter et le laisser passer. Et là, il a fait perdre 3-4 secondes. Au début, on peut se dire bon, ça va, c'est pas grand-chose, il va aller rattraper Hamilton, mais à la fin, le constat, il est là. C'est que Hamilton, il finit 4e à 3-4 dixièmes de la 3e place. Et au final, ça lui fait perdre un podium, 3 points, et c'est 3 points qui peuvent éventuellement compter en fin de saison au moment de faire les bilans. Non, encore une fois, on sort d'une saison où ça s'est joué à 2 points, donc forcément voilà. ce genre de remarques sont plutôt pertinentes. Charles Leclerc qui lui termine du coup 5e, juste derrière Lewis Hamilton. On va dire classement logique, juste devant Oscar Piastri qui Oscar Piastri pas invisible, mais bon, il fait le travail. Et la McLaren, disons, est performante, et puis derrière on voit pas spécialement le pilote sortir une grande performance. C'est ça. Puis il n'était pas très inquiété par les voitures de derrière, parce que Max Verstappen avait abandonné, et Liam Lawson était très très loin, à plus de 30 secondes. Donc d'ailleurs, on va revenir sur ce crash un petit peu tout seul dans sa course. De Max Verstappen, qui a reconnu après la course être malade depuis le début du week-end. Il touche le vibreur intérieur sur ce dernier virage, et c'est ce qui envoie la voiture dans le mur extérieur, puis qui rebondit, il revient sur la piste, et miraculeusement, alors on ne sait pas comment, il n'y a aucune autre voiture touchée. Ça, c'est dingue. On s'en sort avec un seul abandon. Gabriel Bortoleto qui fait un 360. Nico Hülkenberg, il y a cette vidéo en caméra embarquée qui est juste exceptionnelle. Que ce soit au ralenti ou à vitesse réelle, c'est tout autant hallucinant. Il y a de la fumée partout, il ne voit rien. Il ralentit, il freine.
mais c'est au petit bonheur la chance, c'est à gauche, à droite, Ouais, je c'est sais ça. pas, et allez, je vais à gauche, et il frôle la voiture de Gabriel Bortoleto, et il s'en sort indemne, c'est juste hallucinant. Si vous n'avez pas vu l'image, allez voir, parce que c'est quand même incroyable. Là, il choisit le côté gauche et c'est vraiment pile ou face, quoi. Il Ah choisit le ouais. côté gauche et heureusement c'était le bon côté de la pièce. Et il évite de justesse Gabriel Bortoleto et il peut continuer sa course. Mais c'est vrai qu'on était à ça du double abandon chez Audi et d'une énorme frayeur parce qu'en plus il arrive perpendiculaire en fait Ouais. à Bortoleto qui Ouais. lui était de travers sur la piste. On Ça aurait a pu être Max qui se un sacré crache, on a crash. Bortoleto et Hülkenberg qui manquent de se rentrer dedans. Il y aurait pu avoir un crash bien plus énorme et des conséquences bien plus grosses sur cette course de Formule 1. Alors, ce qu'il faut préciser pour être parfaitement complet, c'est qu'il a plu l'heure avant le Grand Prix, Oui. Lors de la mise en grille, et que du coup, donc la piste était, il avait arrêté de pleuvoir, mais la piste était encore mouillée. Surtout Il y dans avait le encore dernier secteur. quelques zones humides, voilà, sur la piste. Tout le monde est parti en pneus secs, que ce soit des softs ou des médiums ou des hard. Mais voilà, il y avait encore des zones humides sur le circuit. Et donc, effectivement, c'est en accrochant le vibreur, qui était sans doute gorgé Encore d'eau, humide, ouais. que Max Verstappen a perdu le contrôle. Et alors, Bortoleto, lui, ne touche pas le vibreur, mais pareil, il est très à l'intérieur. Et sans doute qu'il a dû placer son pneu sur une zone humide. Et alors lui, il fait un 360. Heureusement, il ne tape pas les barrières. Il peut continuer la course. Et en plus, il est sauvé par le drapeau rouge parce qu'au lieu d'avoir des gommes au carré Ouais, il a et pu de les changer. ruiner sa course, il a pu les changer gratuitement. Donc, mais ouais, c'était un une sacrée frayeur. En plus, on a vu de la fumée de partout. Ah, mais On au début, comprenait j'ai pas, cru on qu'il y voyait avait la eu un voiture de accrochage. Verstappen détruite. On voyait Bortoleto Bah ouais. de l'autre côté. Au final, les deux incidents étaient indépendants l'un de l'autre. J'ai cru qu'une Audi et que la Red Bull s'était accrochée. Et en fait, non, il n'y a qu'une seule voiture. Ah, Quand c'était tu une vois les frayeur. débris qu'il y a sur la piste, l'état de la Red Bull derrière, tu te dis putain, l'accident qu'il y a eu. Bah, alors oui, l'accident qu'il y a eu, mais finalement, une seule voiture touchée. C'est miraculeux, hein, Et franchement. alors, je suis pas devin, mais c'est vrai que quand j'ai vu le tour de formation démarrer et que j'ai vu tout au fond, on voyait le banking du dernier virage Ouais. qui était complètement trempé, je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, là. Au premier tour, il va y avoir un drame. Et bah, c'est arrivé. Bah, c'était le départ de la sprint qui était qui est resté relativement sage, mais tu vois les écarts qui sont quand même très faibles entre les monoplaces. Et pareil, le départ du Grand Prix, tu as quelques frissons parce qu'il y a des blocages de roues aussi dans les premiers virages. Les voitures se collent au train. Et dis, putain, ok, c'est chaud sur le premier tour. Et finalement, c'est rien en fait, c'est rien de tout ça qui va provoquer le drapeau rouge. C'est juste Max Verstappen qui est vraiment Garde de très à l'intérieur contrôler, quand même. Parce que quand tu regardes les trajectoires de la Ah plupart bah, il est des sur autres le pilotes. vibreur alors que les autres ne le sont pas. Ouais. Donc oui, bien sûr. Là, erreur de pilotage en fait, C'est tout ça. simplement. Même C'est assez comme rare. quoi, ça arrive même au meilleur. Hein, Ouais. Et Liam ça Lawson, en lui, est la preuve. s'en sort plutôt bien du coup au volant de la Red Bull, puisqu'il termine 7ème. Il fait le job, il est derrière les autres top teams. Il est Contrat à sa rempli place. pour Liam Lawson. Il est à sa place. Red Bull est la quatrième force du plateau cette année. Voilà, il est septième derrière les 6 pilotes des 3 top teams. Voilà, il pouvait pas faire mieux. Sans doute que Isaac Hadjar, s'il avait été là, on rappelle que du coup Liam Lawson a remplacé Isaac Hadjar chez Red Bull ce week-end en raison d'une blessure au poignet. Sans doute que Hadjar aurait terminé également à cette place-là. Donc, C'est la place habituelle, c'est ça. sans abandon. C'est disons la place qui est à peu près du 6-7ème pour Isaac Hadjar en général. Et quand ça va bien, un petit peu plus haut. Mais, Et il y avait de quoi être inquiet parce que quand on se souvient les 2 grands prix que Liam Lawson avait effectués chez Red Bull, c'était un carnage complet. Il avait fait 2 abandons, je crois d'ailleurs. Enfin, en tout cas, aucun point marqué. Et il avait été remplacé dès le 3e Grand Prix par Yuki Tsunoda. Et ben là, voilà, il a tenu son rang. Il a été même très proche en qualif de Verstappen dans le même 10e. Donc solide. Même au premier tour, on s'en rappelle. oui, grosse il tente de bataille l'attaquer jusqu'au 2 virage, fois, ouais. jusqu'au banking du virage 3. Grosse bataille avec Verstappen. Il était pas loin de se toucher ou alors de le dépasser. Mais ouais, non, j'étais agréablement surpris par Liam Lawson, même si on a du coup là, très peu vu à l'écran, parce que lui aussi, pareil, il était tout seul dans sa course finalement, parce que Piastri était largement devant lui, il était largement devant Gasly qui lui se battait avec le midfield. Mais solide, et c'est à noter. Il a tenu son rang. Il a tenu son rang et puis il y avait la question potentiellement de changer le bloc moteur sur la Red Bull, puisque la Red Bull d'Isaac Hadjar doit changer de bloc moteur donc à Monza, comme la plupart des gens vont le faire. Mais la question était de savoir, est-ce que finalement on sacrifie la course de Liam Lawson pour changer le moteur ici à Zandvoort, et comme ça Isaac revient avec un bloc moteur neuf. Finalement, on a permis à Liam Lawson, on lui a donné sa chance. Je pense que ça découle aussi d'une bonne qualification, parce que si la qualification avait été mauvaise, probablement qu'on l'aurait envoyé avec un bloc moteur neuf pour partir en fond de grille. Mais voilà, les cartes étaient en partie dans sa main et il a bien joué. Il fait un bon week-end de Grand Prix et tant mieux pour Liam Lawson qui permet de se montrer et de aussi démontrer que c'était peut-être simplement une erreur ce début de saison avec la Red Bull qu'il avait connue.
Donc non, c'est de toute façon, il a été placé beaucoup trop tôt, on va pas refaire le débat, mais il avait été placé beaucoup trop tôt dans l'écurie mère. Il avait seulement 11 grands prix. 11 grands prix. Pardon. C'est l'émotion. 11 grands prix en Formule 1 à son actif au moment où il a été titularisé en 2025. C'était clairement une erreur de casting de la part de Red Bull. Mais maintenant, effectivement, c'est un pilote beaucoup plus aguerri. Il a plus d'expérience en Formule 1. Et au final, Racing Bull, c'est une écurie qui lui colle mieux à la peau. Voilà, tout simplement. Ils forment un duo très complémentaire avec Lindblad. Ils sont très souvent ensemble en piste. Ils ont fait d'ailleurs pas mal de courses en terminant tous les deux dans les points. Voilà, il tient son rang et c'est très bien comme ça. Si on descend juste après lui, c'est Nico Hülkenberg, dont on a vanté les réflexes presque et la chance au premier tour, qui termine avec 4 points en sortant de ce Grand Prix. Très bonne performance de Nico dans l'Audi qui marche plutôt bien, sachant qu'il avait connu un week-end un peu en montagne russe, Nico, puisqu'il avait une voiture qui fonctionnait très bien, dont il comprenait les principes, et puis à partir des qualifications, si je ne dis pas de bêtises, ou de la course sprint, il n'arrivait plus du tout à comprendre l'Audi, à gérer sa monoplace, il ne savait plus du tout où il allait, et ça amène à un début de course où il est relativement loin dans la grille, et finalement il termine 8e sur ce Grand Prix. Donc très bonne course de Nico Hülkenberg qui termine lui devant Fernando Alonso, qui retrouve les points pour Aston Martin. T'es content là, hein? Mais évidemment que je suis content. Il l'avait annoncé en interview d'avant-course. Hein. Est-ce que vous allez finir dans les points? Il a fini dans les points, Fernando Alonso, 9e, juste devant le Français. Donc, du coup, Pierre Gasly qui vient compléter ce top 10 avec donc Pierre Gasly qui rapporte 1 point pour Alpine. Une Alpine aussi qui avait apporté énormément d'améliorations sur ce week-end des Pays-Bas et qui fonctionne, mais on est quand même mitigé du côté d'Alpine parce qu'on n'est pas sur un gain non plus substantiel. On n'est pas sur un gain de performance énorme. Ça a parfois fonctionné, mais bon, en qualification, il s'est retrouvé juste devant Franco Colapinto qui, lui, ne bénéficiait pas des améliorations de l'Alpine. Donc, est-ce que ces améliorations ont finalement autant fonctionné qu'attendu? Pas sûr, Baptiste. Ouais, et puis on attend un petit peu Alpine au tournant. On en a parlé avant la trêve. Racing Bulls est revenu et même passé devant dans la hiérarchie. Audi revient très très fort aussi. On le voit ce week-end avec ce très bon résultat de Hülkenberg. Et nul doute que si Bortoleto n'avait pas eu ces déboires dans le premier tour, il se serait lui aussi battu pour entrer dans le top 10. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Gasly dans les points. Et tu l'as dit, il marque un point le dimanche, mais il marque un point aussi le samedi, puisqu'il termine 8e de la course sprint. Donc 2 points engrangés pour le Français et pour l'écurie, j'allais dire française. Mais bon, voilà, bref, on va pas faire le débat. Donc c'est cool de voir Gasly se battre. Même si voilà, on voit que c'est très très serré, hein, parce que je me souviens d'un moment mi-course où ils sont à 5 quasiment. Il y a Gasly, Hülkenberg dont on a parlé, Tsunoda, Lindblad et un autre pilote dont le nom m'échappe, mais ils sont 5 à se tenir en moins de 3 secondes, et c'est un gros peloton. Ça montre à quel point le midfield il y avait Tsunoda à ce moment-là. Ouais, il y avait Tsunoda, Lindblad, Gasly, Hülkenberg et il m'en manque un. Je l'ai pas là tout de suite. Sans doute. Non, mais non, c'est Alonso. C'est Alonso, absolument. Qui se bat au midfield à ce moment-là avec eux? Il me semble. Mais en tout cas, Gasly. Alors qu'il n'a pas eu de chance, hein, quand même. Non. Alors justement, j'allais venir, la réalisation qui nous montre une bataille du midfield, c'est déjà exceptionnel, mais elle était hyper intéressante à voir. Mais pauvre Gasly, qui, dès qu'il essayait d'attaquer, se faisait chourer sa place. Donc non seulement il n'arrivait pas à dépasser, mais en plus il perdait une position. Mais la bataille était super intéressante à voir. C'était vraiment pas gagné ce point, donc une chance que Pierre ait réussi à le glaner. Et encore, j'ai presque envie de dire, il aurait pu rêver encore mieux parce qu'il revenait très fort sur Fernando Alonso en fin de course. Il n'a jamais réussi à le passer. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à le passer alors qu'il avait des pneus plus frais et qu'il revenait comme une bombe. Mais ça fait plaisir et ça donne envie de voir la suite. Et on espère qu'Alpine va pouvoir se maintenir dans la lutte pour la 5e place aux constructeurs, parce qu'ils sont encore très serrés dans un mouchoir de poche avec Racing Bulls. Donc tout reste à faire. All to drive for, j'ai envie de dire. Ah non, s'il te plaît. Ça reste quand même une satisfaction, quand même, ce début de saison pour Alpine. Quand on regarde où ils étaient la saison dernière, 10e écurie du plateau dernière. Pire, hein. Quand tu pars d'en bas, tu peux que monter, c'est l'avantage. Et là, on se retrouve à se battre à nouveau pour le midfield. Alors, certes, on a l'impression d'avoir régressé par rapport à il y a quelques années. 2021 en tête, 2022 notamment, mais quand on regarde plus récemment, ça reste positif pour l'écurie franco-britannique. À voir si Pierre Gasly pourrait exploiter une monoplace
plus performantes, parce que comme l'a dit Flavio Briatore, pour lui, il est dans les 6 meilleurs pilotes de la grille. Alors, 6 meilleurs pilotes, je ne sais pas si je l'aurais placé tout aussi haut. Tu m'aurais dit ça en 2021, je t'aurais dit oui. En 2026, bon. Il y a d'autres très bons pilotes, on va dire. Dans le top 10, oui, après dans le top 6. Oui, voilà, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'aimerais aussi évidemment voir Pierre Gasly dans une monoplace performante. À voir si c'est quelque chose qu'on pourra avoir d'ici 2027 ou 2028. Pour moi, le train est déjà passé, mais ça, c'est un autre débat. J'imagine aussi. On a eu beaucoup aussi de nouvelles pendant la semaine qui a précédé le Grand Prix, avec prolongation de contrat des 2 pilotes chez Williams qui l'ont superbement bien célébré pendant le Grand Prix, Baptiste, non ? Ah bah oui, ils pouvaient pas faire mieux les mecs, hein, tu m'étonnes. Non mais écoute, bon déjà course anonyme j'ai envie de dire de Williams, mais de toute façon on s'y attendait parce que Williams est en grande souffrance cette saison. Mais c'est vrai que voilà, à 2 tours de la fin, Carlos Sainz et Alex Albon qui... oui, à 2 tours de la fin, Carlos Sainz et Alex Albon qui sont au coude à coude dans la ligne droite de départ arrivée. Sainz à l'intérieur, Albon à l'extérieur. Sainz bloque ses roues. Et du coup se retrouve à percuter Albon qui enclenchait sa manœuvre pour négocier le premier virage, et au final Sainz qui vient détruire l'aileron et les pontons d'Alex Albon. Abandon pour le Thaïlandais, merci. Et c'est terrible parce que les deux n'avaient pas besoin de ça, surtout Carlos Sainz qui restait quand même sur la grosse polémique du Grand Prix de Hongrie, avec l'accrochage avec Oscar Piastri qu'il n'avait absolument pas vu dans ses miroirs soi-disant, alors qu'il y avait les drapeaux bleus de partout pour lui indiquer que Piastri arrivait derrière lui. Donc voilà, passe difficile pour les pilotes. Non, clairement pas la meilleure manière de célébrer cette reconduction de contrat effectivement. Et puis il y a de quoi se poser des questions sur Sainz notamment, parce que là ça fait quand même il les enchaîne l'année le coco. Dernière on a loué ses performances dans une Williams qui était pas taillée pour jouer le haut du tableau, et il décroche 2 podiums. Et puis là cette saison on a l'impression qu'il nous fait mentir, quoi. Mais Carlos Sainz ça a souvent été ça en dents de scie, quoi, ses performances. Mais là c'est surtout que sur les 2 derniers Grands Prix, c'est des faits de course qui n'ont absolument rien à voir avec la performance de la voiture. Totalement. Donc c'est ça qui inquiète. Après ce sont des événements isolés qui n'ont rien à voir l'un de l'autre, mais assez inquiétant de voir Sainz. Non, mais visiblement les prolongations de contrat à Zandvoort, elles ont été plutôt bien célébrées, puisqu'encore une fois même Max Verstappen qui a prolongé son contrat chez Red Bull, bam, dans le mur. Non mais peut-être que c'était une tradition, je sais pas. Ils se sont passés le mot peut-être en interne dans la grille. Qui sait. Mais voilà, donc pas grand-chose d'autre à dire sur ce Grand Prix des Pays-Bas. Baptiste, je sais pas si tu voulais revenir sur un point en particulier à côté de ça. Non, écoute, malheureusement, pas de chance pour Esteban Ocon qui subit une casse moteur, qui se retrouve à abandonner la course. Sinon, que dire d'autre ? Cadillac, toujours autant la galère. 7e abandon de la saison pour Bottas. C'est simple, il a abandonné sur la moitié des Grands Prix, le pauvre. Quand c'est pas les freins, c'est le moteur. Mais bon, encore une fois, c'est plus pardonnable chez Cadillac que ce qui peut se passer chez Williams, par exemple. Je vais me dire, est-ce que on sait que notamment Cadillac a la volonté de faire venir un pilote américain dans leur équipe. Je me demande si Bottas va pas se lasser de cette situation, du fait de devoir abandonner quasiment à chaque Grand Prix. Je sais pas, parce que contrairement à Pérez lui prend beaucoup de plaisir. Il a dit. Mais bon. Même s'il est en fond de grille, il avait quelque chose à se prouver. J'ai pas l'impression que ce soit le cas de Bottas. Déjà que je doutais énormément de l'amour et de la passion que Bottas avait toujours pour la Formule 1. En le voyant revenir, j'étais très surpris. Bon, là, je me dis que il est englué dans le fond du classement, et en plus, il doit abandonner toutes les 2 courses. Bon, j'ai envie de dire. Pourquoi faire ? Pourquoi continuer à s'infliger ça ? En plus, on a vu que pendant la trêve estivale, il s'est qualifié pour les championnats du monde de... J'ai plus le nom de la discipline. Oui, le vélo. Oui, avec sa femme. Je l'aurais pas non plus. Hein. Le gravel, voilà, c'est ça. Les championnats du monde de gravel qui auront lieu en plus le week-end du Grand Prix de Singapour, si je dis pas de bêtises. Donc à voir si Bottas fera un choix entre le gravel et la Formule 1. Mais voilà, moi je me dis pourquoi continuer, quoi ? Pourquoi continuer d'appuyer sur la plaie alors qu'elle est déjà complètement ouverte, quoi. Voilà. On n'a pas souligné le retour de Tsunoda qui termine devant Lindblad. On est mauvais. Non, mais il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Lui, il avait dit, il était à la plage quand il apprend qu'il va devoir remplacer Lawson chez Racing Bulls. Il casse pas la voiture, j'ai envie de dire. Il casse pas la voiture, et puis il finit devant Lindblad. Attends, il termine devant Lindblad, alors qu'on aurait pu se dire. En plus, c'était la première fois qu'il conduisait les toutes nouvelles voitures 2026. Il n'avait jamais conduit une voiture de la nouvelle réglementation. Donc, on aurait pu se dire qu'il allait être
peut-être 18-19, juste devant les Cadillac et pour moi, il fait le job comme Lawson a fait Williams, le job chez Red Bull. Et au final, il est mieux que ça. Il termine 11e. Il pouvait presque rentrer dans les points. Ouais, non, mais, donc, franchement, je m'attendais pas. J'avais pas grand chose à dire sur lui, mais il fait le taf. Je te dis encore une fois, comme Lawson. Pour moi, les deux font le taf. Et c'est en effet d'autant plus impressionnant, on va dire, chez Tsunoda, qui, comme tu l'as dit, n'avait pas conduit une seule fois la monoplace de l'ère 2026. C'est ça. Et il a montré que, voilà, même si ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant qu'il n'est plus en Formule 1, il est toujours là. Il a toujours le talent. Et moi, je trouve que, pourtant, c'est pas forcément un pilote que je porte dans mon cœur, mais qu'il il mérite totalement sa place en Formule 1. Il mérite d'avoir un baquet. À la place de Bottas? Ça, je ne sais pas. Bon, je souhaite un petit peu mieux que Cadillac quand même, Tsunoda. Mais il le mérite en tout cas. Baptiste, petit point sur les classements avant de d'idée, on va dire, le prochain Grand Prix. Absolument, avec Kimi Antonelli, leader du championnat avec 242 points. George Russell, on l'a dit en début d'émission, est deuxième ex aequo, à égalité de points avec Lewis Hamilton. 183 points pour les deux Britanniques. Lando Norris est quatrième avec 159 points, 24 points de retard donc sur Russell et Hamilton. Charles Leclerc est cinquième avec 155 points. Max Verstappen sixième avec 112 points. Oscar Piastri est 7e avec 104 points. Isaac Hadjar 8e avec 68 points. Liam Lawson 9e avec 49 points. Et Pierre Gasly complète le top 10 avec 44 points. Esteban Ocon, lui, est 18e avec toujours 3 petits points. Du côté des classements constructeurs, Mercedes leader évidemment avec 425 points. Ferrari toujours deuxième avec 338 points. McLaren 3e avec 263 points. Red Bull 4e avec 186 points. Racing Bull, c'est 5e avec 66 points, 3 points d'avance sur Alpine qui est 6e. As est 7e avec 21 points. Audi 8e avec 16 points. Audi qui commence à se détacher de Williams qui est 9e avec 11 points. Aston Martin, grâce notamment aux 2 points décrochés par Fernando Alonso, est 10e avec 3 points. Et Cadillac ferme la marche et n'a toujours pas inscrit le moindre point cette saison. Ça arrivera, je te le dis, Cadillac marquera un point. J'ai envie d'y croire. On se retrouvera dans 2 semaines du côté de Monza. Là, on va avoir des changements, puisque notamment Kimi Antonelli va devoir changer de bloc moteur, tout comme Isaac Hadjar. Voilà, il y aura des pénalités à Monza, parce que c'est vraiment l'endroit. C'est Spa et Monza, chaque été on est habitué, ça tombe soit à Spa soit à Monza. Et donc, pour les habitués, évidemment, vous ne serez pas surpris. Pour les néophytes, vous le découvrirez. Vous verrez qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont changer de bloc moteur à ce Grand Prix-là. Et puis, on verra le retour aussi de Quentin, normalement. On espère. Voilà. Est-ce qu'il aura vu le Grand Prix d'ici là? Parce que pour info, au moment où on enregistre, Quentin n'a toujours rien vu du Grand Prix de Zandvoort, donc peut-être qu'il ferait mieux d'écouter cette épisode. On enregistre quand même 24 heures après la fin du Grand Prix, donc c'est pas comme si... voilà. Bon bref, on se retrouvera d'ici 2 semaines, et puis hâte de voir aussi ce Grand Prix de Monza. Merci Baptiste, et puis merci à toi, à très vite. Partagé. Merci de nous avoir écoutés. À plus tard.